Alors, bienvenue à toutes et tous pour ce dernier atelier de la journée dans le cadre de notre événement Objectif VG Cantine 2021. Un atelier donc, qui va se focaliser sur la cuisine végétale pour la restauration collective et comment couvrir les besoins nutritionnels des enfants et comment impliquer les enfants dans cette politique alimentaire. Pour en discuter, on est pendant 1 heure avec Nicolas Thureau et Gilles Davot. On est ravis d'accueillir. On a déjà pu voir Gilles Davot ce matin pour une présentation du travail des cuisines nourricières, donc, qui est vraiment une structure qui a été fondée par Gilles et Nicolas notamment, et qui vise à former les cuisiniers, mais de manière à vraiment valoriser leur travail. Je vais y revenir très rapidement, mais voilà, on est ravis de les accueillir pendant 1 heure pour discuter de ces thématiques-là. Merci à vous deux. Donc pour reprendre un peu la présentation de Gilles ce matin sur les cuisines nourricières, nous, ce qui nous paraît très intéressant dans votre travail, c'est ce que je disais, donc le fait de mettre au centre le travail du personnel, qui sont vraiment enfin moi ce que j'ai retenu de la conférence de Gilles ce matin, c'est que c'est des métiers essentiels pour nourrir nos enfants, donc c'est quand même crucial. Mais voilà, on voit que c'est pourtant des métiers qui sont très dévalorisés. Et selon les cuisines nourricières, d'après ce que j'en retiens, c'est que vraiment un des buts, des buts des formateurs, c'est de reprendre, de remettre au centre l'importance du travail des cuisiniers. Et Gilles disait par exemple, on leur dit souvent aux cuisiniers ce qu'ils doivent faire sans connaître vraiment le milieu dans lequel ils évoluent, et que le but c'est justement de coopérer avec eux, de valoriser leur savoir-faire, et puis de montrer que la cuisine quotidienne, et pas seulement la cuisine gastronomique, est un levier fondamental de santé publique, de transition écologique, de justice sociale, du coup à la fois pour nourrir les enfants d'une manière saine, et puis voilà, encore une fois, valoriser le travail des cuisiniers. Je me répète un peu, mais en fait, je trouve que c'est fondamental et très inspirant comme vision des choses. Donc c'est ce que j'en ai retenu. C'est pour ça qu'on a voulu inviter Gilles et Nicolas là-dessus pour discuter de différentes thématiques sur la nutrition, sur la cuisine végétale, l'implication des enfants, la communication avec les autres personnels. Voilà, donc on va en discuter. Et puis bien sûr sur la question concrète du comment construire un menu végétarien sain. Avant de commencer le débat, peut-être Gilles et Nicolas, si vous souhaitez compléter en vraiment quelques phrases, pour ne pas redire ce qui a été dit ce matin sur les cuisines nourricières, je vous laisse peut-être vous présenter rapidement. Alors moi, je ne vais pas pouvoir compléter en quelques phrases. Je vais partir sur une conférence de 2 heures. Alors peut-être je Mais laisse non, juste je Nicolas. plaisante. Bah, vas-y. Euh, Simplement, donc, merci pour ce retour. Ça me permet de voir comment on est compris quand on présente. Alors effectivement, le travail des cuisiniers et de collectivités doit être vraiment mis en lumière, mis en l'honneur. On parle beaucoup de la cuisine gastronomique, on parle de tout l'imaginaire de la culture française, mais on parle très peu de ceux qui nourrissent et qui préparent les milliards de repas qu'on a à la restauration collective. Mais le mouvement des cuisines nourricières, c'est pas seulement former des cuisiniers, c'est d'abord accompagner les collectivités à éclaircir leurs projets et à définir la qualité des repas qu'ils veulent dans leur cantine, ce qui n'est jamais fait. Par contre, souvent on dit tout le temps en effet aux équipes de cuisine, ben voilà, il faut de l'hygiène, il faut de la gestion, il faut Egalim, il faut tout ça, mais sans que la qualité des repas soit définie. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment de questionner le projet de la cantine. Et ça veut dire d'accompagner les élus, ça veut dire d'accompagner les gens qui sont sur les achats, les gens qui sont à la préparation, les gens qui sont au service, et puis d'accompagner aussi une compréhension dans toute la transversalité. Et puis là-dedans, il y a de la formation des cuisiniers, mais elle est efficace parce qu'on a réuni les conditions de réussite avec un vrai projet et qu'on reconnaît effectivement l'importance d'une culture culinaire qui n'est plus la cuisine gastronomique vaguement réadaptée, mais qu'on honore vraiment ce fait de faire dans une cantine des plats très simples, efficaces, où on transforme les produits animaux ou végétaux de la manière la plus juste. C'est vraiment notre credo d'amener cette culture-là dans la restauration collective. Voilà, j'ai fini en 2 minutes. Bravo, merci. Et Nicolas, peut-être en quelques En phrases même temps, aussi. passer derrière Gilles, c'est compliqué, mais il a tout dit en fait. C'est vrai que voilà, c'est. Alors moi, je peux me présenter. Voilà, j'ai été chef de cuisine pendant 15 ans donc dans un collège du Maine-et-Loire.
pour faire simple. Je suis aussi formateur donc depuis 2005 et grâce aussi à l'équipe, hein, bien sûr, avec toute l'équipe de la restauration. Donc, on a commencé à présenter des plats végétariens en 2015, donc bien avant Egalim, donc avec une fréquence qui était plutôt une fois tous les 15 jours au début et pour arriver à une fois par semaine assez rapidement en 2017. On était à peu près à une fois par semaine où on le présentait. Donc voilà un petit peu grosso modo parce que je me suis inspiré aussi des livres de Gilles en fait. Hein. Clairement, on ne se connaissait pas à l'époque. Donc c'est grâce aux livres que j'ai trouvé et acheté, alors je ne dirais pas où. Et en fait, je me suis nourri de ça et pour préparer des plats parce qu'en fait, j'ai essayé végétarien industriel qui ne me et qui revenait très très cher. Donc voilà, je me suis dit non, il faut qu'on le fasse nous-mêmes et ça c'était vraiment une chouette aventure. Alors aujourd'hui, je suis plus cuisinier dans un collège, voilà, je suis indépendant et je fais que de la formation. Donc voilà un petit peu mon cursus. Et s'il y a des questions là-dessus, donc moi je peux voilà éventuellement donner des conseils de comment j'ai réussi à mettre ça en place avec l'équipe et voilà essentiellement. J'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire pour l'instant. Merci beaucoup. Donc, on a une première question pour commencer cette petite conférence, plutôt axée nutrition, avant de venir sur la cuisine telle qu'elle. Est-ce que vous sauriez nous dire assez brièvement les recommandations en matière de nutrition, pardon, et est-ce que les menus dans restauration collective permettent d'y répondre, même des menus végétariens, et quels sont les avantages aussi des menus végétariens par rapport aux menus carnés? Voilà, quelques petites questions de nutrition. Je ne sais pas qui veut commencer. Gilles, je te laisse la parole. Oui, donc moi, en fait, bon, je ne me suis pas présenté, donc moi je suis formateur en cuisinier formateur et donc j'accompagne depuis les années 90 grâce au CIVAM du Gard qui ont donné naissance au réseau 1 Plus Bio. J'ai accompagné pas mal de structures de restauration collective et puis de là est née la démarche collective de formateurs et d'accompagnateurs des cuisines nourricières. Alors, par rapport à la question de la nutrition, aujourd'hui, on va dire qu'il n'y a pas de réglementation vraiment extrêmement cadrée. Il y a eu des recommandations qui sont apparues dans le monde de la restauration collective à la fin des années 2000. Pour donner l'historique, il n'y avait pas de recommandations avant. Il y avait dans les années 80, 90, 2000, il y avait des incitations à aller vers des bonnes pratiques d'équilibre alimentaire, mais ce n'était pas du tout cadré, c'était un peu chacun fait comme il le sent. Et puis il y a eu le plan national nutrition santé qui est arrivé au début des années 2000 avec les 5 fruits et légumes, avec utiliser des féculents demi-complets pour leur richesse en fibres, faire des vinaigrettes à plusieurs huiles. C'est des choses qui sont arrivées, mais qui n'ont pas été appliquées dans les restaurants collectifs parce que les cuisiniers n'étaient pas formés, il n'y avait pas vraiment de directive. Et donc, il y a eu une structure interprofessionnelle et qui s'est mise en place, qui s'appelle le GEMRCN, et qui a fait qu'à la fin des années 2000, pour encourager les structures de restauration collective à aller vers un meilleur équilibre nutritionnel, ont mis en place des fréquences conseillées, minimales, par exemple 10 fois des crudités sur 20 menus, pas plus que 3 fois des fritures sur 20 menus, voilà, des fréquences minimales ou maximales, de façon à se rapprocher des préconisations de santé publique. Là-dedans, la possibilité de faire un repas végétarien, par exemple, a été formulée sur le fait de possibilité de faire 3 fois sur 20 jours des menus à moins de 70% de protéines animales. C'était ça ce que disait le GEMRCN il y a un petit peu plus de 10 ans. Et pour moi qui faisais déjà de la formation sur ces sujets-là, c'était déjà un progrès, même si la viande est très présente et les produits animaux sont très présents dans les menus de collectivité, ça nous donnait un cadre pour que des cuisiniers et des cuisinières puissent faire de temps en temps des plats à 0% de protéines animales possiblement, ou avec des œufs et des produits laitiers, mais à moins de 70% de protéines animales. Ça a été un premier cadre, et il y a un décret en septembre 2011 qui l'a
qui a un peu cherché à l'ancrer dans la loi, mais ça n'a jamais été ni véritablement contrôlé, ni vraiment institué. Et donc, la poussée sociétale faisant, il y a un certain nombre de plus en plus de structures qui se sont préoccupées de la qualité des repas sur le plan nutritionnel et ont suivi ce GEMRCN et sont des fois allés plus loin sur la question végétale, mais sur d'autres questions d'équilibre. Alors aujourd'hui, comment on peut voir les choses? On est passé de maximum 3 fois sur 20 jours à une fois par semaine dans le cadre de la loi Egalim. C'est d'ailleurs formulé de façon un peu ambiguë puisque ça a été à partir donc pour les restaurants faisant au moins 200 couverts, à partir du 1er novembre 2019, l'obligation de faire un repas par semaine et un repas végétarien par semaine. Et comment dire, c'est un peu court comme obligation, surtout que dans le même texte, il y avait c'est un essai, c'est une période d'essai pendant 2 ans, et puis on va observer les résultats sur les gaspillages, tout un tas de choses. Donc c'était pratiquement pour dire, bah, voilà, faites comme vous pouvez, et puis s'il y a trop de gaspillage, on arrêtera. Ça a été formulé comme ça. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui, dans beaucoup de restaurants collectifs, ça a donné lieu, faute de culture culinaire végétale, à des plats essentiellement basés sur les œufs et les produits laitiers, beaucoup d'omelettes, beaucoup de plats riches en fromage, qui n'ont pas beaucoup d'intérêt en termes nutritionnels, pas par le fait qu'il y ait des produits animaux, des sous-produits animaux, mais par le fait que c'est souvent des produits plus gras et des plats plus gras. Et puis, à côté de ces plats à base d'œufs et produits laitiers, souvent on voit des produits industriels, des steaks de soja, des boulettes végétales, dans lesquelles on a des isomères de légumineuses, c'est-à-dire des produits ultra transformés. Et ce n'est pas tellement intéressant non plus en termes de nutrition. Et puis, on voit des timides essais d'un certain nombre de restaurants collectifs pour faire aussi des produits et maison à base de légumineuses qui ont souvent un caractère un peu exotique. On y met des épices, c'est des chilis, c'est des dalles, c'est des choses comme ça. Et alors, pour revenir au sujet, si j'ai bien compris la question, la nutrition, aujourd'hui, les seules recommandations qui encadrent les repas de collectivité, ça reste les recommandations du GEMRCN. Et chacun fait un peu comme il veut, comme il peut par rapport à ce cadre-là. Et beaucoup prennent des libertés. Certains vont à 2 repas par semaine. Certains ont institué l'alternative végétale quotidienne. Et je crois que je vais demander à Marion de préciser un peu plus sa question. Qu'est-ce que vous cherchez que j'explique exactement ou qu'on explique exactement sur le côté nutritionnel? Bah, vous avez déjà assez répondu. C'était justement ce qui encadrait la nutrition, enfin, ce qui encadre la nutrition dans la restauration collective. Donc, vous avez bien répondu. Okay. Ça me permet de faire la transition peut-être avec la prochaine question, parce que Gilles a commencé à parler un peu des produits transformés et ultra transformés, et on voulait revenir là-dessus parce que peut-être déjà rappeler la définition de produits transformés et produits ultra transformés, qui ne sont pas exactement la même chose. On reproche souvent à l'instauration de menus végétariens dans la restauration collective de justement favoriser les produits ultra transformés ou transformés, mais déjà on ne parle pas exactement de la même chose, peut-être que vous pouvez repréciser ça rapidement. Et puis voilà, on entend beaucoup de critiques là-dessus, mais comment vous voyez la chose? Ou est-ce que vous avez travaillé avec des cuisiniers qui, au contraire, n'utilisent pas de produits ultra transformés? Ou est-ce que pour vous, c'est quand même vraiment un problème de fond des menus végétariens? Nicolas ou Gilles, je ne sais pas qui va. Alors, je vais répondre assez vite, et ce qui sera intéressant, c'est que peut-être Nicolas puisse dire dans sa pratique de cuisinier de collège comment il a, lui, quel type de plat il a fait. Je voulais justement en plus vous poser la question après, donc très bien, on fait comme ça. Le fait, il y a dans le côté transformation, je ne suis pas du tout expert, il y a un chercheur de l'INRA dont le nom m'échappe, qui est très, très intéressant sur la question des ultra transformés, les aliments ultra transformés. On peut facilement trouver des articles qui expliquent tout. Et il faut faire une différence en effet entre un produit déjà élaboré, par exemple, quand on va avoir des plats qui sont un assemblage de légumes, d'une sauce, etc. Enfin, ça peut arriver comme ça, tel quel,
en liaison froide dans des structures de restauration. Mais quand on parle d'ultra transformé, on parle en l'occurrence pour les steaks de soja ou pour des boulettes à base de pois cassés ou des choses comme ça. On parle d'un craquage en fait de la molécule, de la protéine et qui sert de base en fait à des préparations qui sont formulées en industrie agroalimentaire pour être ensuite manipulées pour faire des choses, des portions individuelles qui évoquent les steaks, qui évoquent les cultures du monde. Bon, moi je peux pas suffisamment, je suis pas expert en nutrition et en bionutrition pour vraiment éclairer. Il y a des écrits là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est que si on regarde la loi Egalim, on voit bien que la loi Egalim, ça n'est pas que le repas végétarien, c'est aussi les pourcentages de produits bio, c'est-à-dire sans traitement, sans pesticides, parce que aujourd'hui, quand les produits bio sont mis en avant dans les programmes de santé publique, le nouveau PNNS de 2019 nous dit d'aller vers le bio, parce qu'on sait qu'il y a des toxiques aujourd'hui dans l'environnement un peu partout et dans les aliments. C'est vraiment intéressant d'aller vers les produits bio. Ce n'est pas un sujet séparé, si vous voulez. C'est intéressant que les produits végétaux soient aussi de qualité, soient aussi de provenance locale quand c'est possible. Tout ça, c'est aujourd'hui inscrit dans les programmes de santé publique. Donc, il y a un vrai sens à se dire, mais peut-être ce repas végétarien, ce n'est pas seulement pour qu'il soit végétal, c'est aussi pour qu'il soit de qualité. Et ça reflète un peu l'approche qu'on a dans les cuisines nourricières, c'est-à-dire se dire que la problématique, c'est d'abord la qualité des repas. Qu'est-ce qu'on veut? Le végétal est un sujet qui est englobé et qui est d'abord un moyen de la qualité des repas. Ce n'est pas un but en soi. L'absence de viande, pour nous, n'est pas un but en soi. L'important, c'est la qualité des repas qui répond à des missions éducatives, qui répond à des missions de santé, qui répond à la mission sociale, à la maîtrise des coûts, au lien avec un territoire. Et c'est ça un repas de collectivité. La qualité des repas, c'est tout ça. Et le fait aujourd'hui de mettre plus de végétal, de végétaliser l'alimentation, c'est en effet pour répondre à des objectifs de santé publique, c'est aussi à des objectifs de connaissance et d'éducation alimentaire des jeunes, et puis de préparation aussi de systèmes agricoles plus durables, enfin de transition vers des systèmes agricoles plus durables. Enfin, il y a tout un tas d'objectifs à travers la transition. Et puis sur la qualité de la protéine végétale, en effet, c'est plutôt sous ce biais-là qu'il faut l'aborder. Et donc, Nicolas, qu'est-ce que tu as pu faire, toi, pour justement, puisque tu n'étais pas branché par les steaks industriels et les solutions élaborées, comment tu as pu concrétiser pour des collégiens des offres végétales? Alors au début, en fait, moi, du coup, donc, voilà, j'ai commencé l'aventure en 2015, donc suite à la lecture de tes deux livres. Et donc, alors, je n'ai pas fait pour des menus complets. Au début, on est bien d'accord. Je faisais pour 600 couverts jour. Donc, au début, j'ai commencé par 100 parts, enfin 100 portions. Et puis, en fait, j'y suis allé tranquillement au fur et à mesure. Moi, vraiment, les plats qui fonctionnaient très bien, c'était le parmentier. Ça, c'était le plat qui marchait. Donc, je vais en prendre un au hasard, mais en fait, je l'ai décliné en fonction de la saison. C'était le parmentier de patate douce. En fait, celui-là, il fonctionnait très bien avec une farce végétale à base de flocons d'avoine. Celui-ci, il marchait à tous les coups. Qu'est-ce qui marchait bien aussi? Tout ce qui était gratin. Gratiné donc d'une céréale, un boulgour, c'était celui qui marchait mieux. Je le faisais aussi au sarrasin, mais le boulgour marchait mieux avec des légumes dessus et puis donc un petit peu d'emmental râpé histoire de donner un petit peu de goût et puis voilà, mais du vrai emmental, du bon, enfin quelque chose de bien. C'est-à-dire que je privilégiais vraiment la qualité des produits et ça c'était vraiment important, quoi. Qu'est-ce que je faisais d'autre? Un plat qui marchait très bien, la pizza végétale sur une polenta. Ça marchait vraiment. Les enfants adoraient. Donc, c'était pas une pâte, la pizza, c'était vraiment un fond de polenta. Donc, avec une sauce tomate. Et puis après, dessus, je le faisais vraiment évoluer avec la saison. C'est-à-dire qu'en fonction des légumes disponibles que j'avais sous la main, je les travaillais au fur et à mesure du temps et je la faisais un coup aux courgettes, un coup, voilà. Et on faisait un petit peu tout ça. Quoi d'autre? En termes de plats, j'ai testé beaucoup de formats de plats du livre. C'est vrai que je reviens souvent au livre, mais en fait, c'est vraiment grâce à ça où je m'en suis un peu sorti tout seul. J'ai au début pas fait de formation. Après, j'ai eu la chance de connaître et de rencontrer Gilles et pour le coup, de voir un petit peu le travail. Mais vraiment, au début, voilà, je m'en suis sorti comme ça pour
pour faire découvrir ces plats végés, quoi. Et je dirais, voilà, ça m'a permis à un moment donné de faire des plats vraiment, donc forcément moins chers, hein, je vais être honnête, hein, la part de la viande, c'est quand même un coût dans le menu. Mais pour le coup, je dirais, ça a vraiment permis de faire la transition et de mettre vraiment des viandes de qualité. C'est-à-dire que les économies que je faisais quand je faisais un plat végétarien me permettaient vraiment de réinjecter cet argent, ce budget, dans une viande de qualité qui plus est locale. Enfin voilà, j'étais à 80% de produits locaux quand moi j'ai quitté mes fonctions en 2019, dont 50% de produits bio. Donc voilà un petit peu les seuils et voilà, ça se fait sans souci, hein, enfin sans souci. Voilà, on se teste, on se cherche. Voilà, un plat qui fonctionne un peu moins bien, et ben, la fois d'après, on essaye de le refaire un peu différemment pour voir un petit peu, de tester et puis au fur et à mesure. Alors Nicolas… Je vais te prendre le relais, je vais prendre le… Non, Parce que ce qu'était en train de dire Nicolas, c'est qu'effectivement, et ça c'est important il est que les revenu. gens qui nous regardent comprennent ça, c'est que c'est quelque chose qui arrive progressivement. La capacité d'avoir des offres moins carnées, très peu carnées ou pas carnées du tout, voire des fois des offres végétales. D'abord, ce qui est très important, c'est le sens qu'on donne à ça. L'important, c'est pas de le définir par l'absence de la viande, c'est l'importance que ça fait découvrir et ça vient diversifier et enrichir l'offre des jeunes et des jeunes ou des moins jeunes suivant le type de restauration collective. Ça, c'est la première chose. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça s'apprend par les cuisiniers peu à peu, ce que disait Nicolas, c'est-à-dire que il fait des essais plus ou moins heureux et puis il progresse en phase avec ses convives. Ça s'apprend évidemment aussi du point de vue des convives et quelquefois quand on va faire, comme il parlait du sarrasin ou quand il parlait de céréales ou de légumineuses que les jeunes ne connaissent pas au départ, c'est toujours intéressant de les introduire progressivement dans un plat qui est plus habituel d'habitude ou dans les garnitures de menus plus classiques, de façon à ce que ça devienne et pour le cuisinier quelque chose qu'on sait bien préparer et pour le convive quelque chose qui fait partie du répertoire du connu. Parce que rien de plus compliqué que d'avoir pour un convive ou un enfant de voir arriver un plat qui non seulement est défini comme étant différent de ce qu'il y a d'habitude, parce que c'est végétarien, parce que c'est ceci ou cela, mais qui en plus contient des aliments inconnus. Là, c'est comme une double néophobie. Hein, c'est-à-dire que c'est plus difficile. Donc, c'est quelque chose qu'il faut effectivement amener progressivement. Et sur le côté plus nutritionnel, ça a vraiment un sens aussi. Là, il est possible de faire des plats végétaux, mais qui seront peut-être avec des entrées et des desserts qui vont amener d'autres compléments, animaux ou végétaux. Je pense que dans l'enjeu d'offres végétariennes cuisinées maison, pertinentes nutritionnellement dans les cantines, il y a aussi le fait de sortir de quelque chose qui nous vient de la culture gastronomique, qui nous vient de la culture de la viande et de la cuisine traditionnelle, c'est de parler de plats protéiques. Plat protéique, c'est vraiment un concept qui est basé sur l'apport important d'une protéine animale dans le centre d'un repas, sur le plat chaud. Et on voit que une des impasses sur lesquelles tout le monde se heurte, et notamment les diététiciennes qui accompagnent la loi Egalim ou d'autres, c'est de vouloir faire des plats protéiques végétariens, alors que les protéines végétales peuvent très bien arriver aussi dans l'entrée sous forme de sauce à base de légumineuses, dans les desserts sous forme de pâtisserie à base de légumineuses ou de céréales, etc., associés, avec ou sans produits animaux ou sous-produits animaux. Et l'idée aussi, c'est là aussi, dans la thématique de cet après-midi sur la nutrition, il y a vraiment à questionner dans l'évolution des cantines sur des offres plus équilibrées entre l'animal et le végétal. C'est vraiment de se dire, mais c'est plus la question du plat chaud, c'est la question de tout ce qui est proposé dans un repas.
Alors, merci beaucoup. Avant de vous reposer les questions, je vais vous poser quelques questions du public, en fait, parce qu'on en a déjà pas mal. Donc, je vais peut-être faire… parce que, voilà, comme c'est lié à ce que vous venez de dire. Alors, il y a déjà une personne qui demande simplement de quel livre Nicolas a parlé, si on pourrait avoir la référence. Peut-être si vous pouvez me l'écrire, je la mettrai, moi, dans la conversation. Voilà, parce que ça intéresse. Ensuite, il y a une question pour Nicolas. Quelle économie sur un repas en termes de viande? Est-ce que, alors, j'ai pas exactement bien compris cette question. 40 centimes, moins ou plus? Je ne sais pas si vous pouvez répondre si vous comprenez la Alors en fait, question mieux que moi. un menu végétarien complet. Hein, alors c'est des prix qui datent d'il y a 2 ans. Hein. Moi, j'étais un produit, un menu avec viande, j'étais à 1,95 € portion pour un alors collégien. Hein, on est d'accord? Portion collégien. En menu donc végétarien, j'étais plutôt aux alentours d'1,40 €. Donc en fait, je gagnais à peu près 50 centimes d'euros de la portion. Donc, ce qui fait voilà. Mais par contre, c'est une économie en fait qui faisait que, enfin, cet argent-là, je la réinjectais dans de la viande de qualité. Hein. Donc, c'est-à-dire que voilà, j'avais peut-être que 3 fois de viande par semaine au lieu de 4, mais par contre, c'était 3 fois de viande bio et locale. Donc voilà, ça me permettait vraiment de faire ce calcul. J'avais toujours le même budget d'achat de matières premières, mais par contre, voilà, c'était réparti différemment et ça m'a vraiment permis de mettre de la viande de qualité. D'arriver à 50, j'étais à 50% de produits bio et dans 30% à côté de produits SICO, donc tout ce qui est label, IGP, AOP et autres. Voilà. Donc, Nicolas parle au passé, mais il était chef de collège jusqu'à il y a 1 an, c'est ça? il y a 2 ans, ouais, 2 ans, il y a 1 an et demi, ouais, jusqu'en 2019. J'aimerais bien peut-être que tu reviennes un peu sur sur ton parcours, Nicolas, mais alors juste là, j'ai une dernière question du public avant. Quelle est votre expérience à tous les deux en termes de noms donnés au plat ou de l'importance du visuel, notamment pour les enfants? Est-ce que voilà, c'est important pour que cette nourriture soit adoptée par les enfants? J'imagine que la réponse est oui, mais peut-être si vous avez des Alors, la exemples concrets question à sur donner. c'est adopté, oui, c'est adopté. Alors, au début, bah, voilà, on se cherche un petit peu. Il y a des plats qui fonctionnent très bien dès le début, d'autres un peu moins. Donc après, bah, c'est au cuisinier hein, de retravailler un petit peu sa recette et de voir un petit peu comment on peut refaire différemment. Mais enfin, ça, après, c'est vrai que c'est pas forcément facile à expliquer. Voilà, on voit bien en fonction de ce qui reste après, hein, une fois le repas terminé et quand on va voir un petit peu au niveau du débarrassage plateau, ce qui reste, on peut vite se faire une idée de si ça a plu ou pas. Sur la question, alors après sur la question, comment on l'annonce, j'ai testé le fait d'annoncer repas végétarien. Alors, c'est pas une bonne idée. Enfin, en tout cas, ça fonctionnait pas forcément bien. Il faut pas forcément que le mot végétarien apparaisse dans le titre. C'est-à-dire que voilà, parmentier de légumes de saison. Enfin voilà, trouver une autre façon d'écrire les mots, mais pas forcément que le mot végétarien apparaisse. En fait, on en bloquait beaucoup, mais je dirais pas forcément. Alors là, après, c'était un autre problème peut-être du collège où j'étais, mais j'ai eu beaucoup de retours des parents, en fait, qui m'ont quand même fait le retour pour certains qui m'ont appelé hein, en me disant je paye donc je veux. Alors que les enfants étaient complètement ouverts, hein, il n'y avait pas de souci. Mais les parents voilà, payaient et estimaient que c'était normal d'avoir une portion de viande tous les jours. Donc ça a été un gros travail à faire avec les parents d'élèves. Et bon, là, j'avais la chance d'avoir une équipe de parents d'élèves très motivés qui m'ont beaucoup soutenu. Mais c'est vrai que ça a été un gros travail hein, pour les parents, enfin pour certains parents en tout cas. Voilà. Donc, éviter le mot végétarien au début, et puis après, bah, petit à petit, voilà, à force de présenter et puis de parler avec les enfants, bah, ça, à la fin, on pouvait l'écrire, il n'y avait pas de souci. Mais au début, par contre, ouais, il faut y aller tranquillement. Merci d'être revenu là-dessus. Alors, avant d'enchaîner, est-ce que peut-être tu pourrais voilà, nous rappeler un peu ton parcours, parce qu'on a eu, on connaît un petit peu celui de Jules Davot. Ouais, alors mon parcours, bah, moi j'ai un parcours de cuisinier, donc alors j'ai fait un petit peu de gastronomie hein, voilà, au début.
pour après me retrouver en collectivité assez rapidement parce que j'ai fait le choix, voilà, je vais être honnête, de la vie de famille et que en gastronomie, voilà, il faut choisir soit avoir une famille, soit avoir un travail. Donc clairement, j'ai fait le choix de la vie de famille. Donc la vie de famille me permettait, enfin, le travail en collectivité me permettait de savoir quand j'embauchais, quand je débauchais. Alors, bon, bien sûr, il y avait toujours des aléas, mais dans le global, je savais que je pouvais concilier les deux. Et je me suis aperçu qu'en fait, c'était… Alors, moi, parce que j'avais la chance d'être dans un collège où on me laissait faire à peu près tout ce que je voulais. Mais j'ai vraiment pu faire des choses et je me suis vraiment… enfin, alors, je veux dire, amusé, éclaté, on peut dire tous les mots, mais j'ai vraiment fait des super choses et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à servir ces collégiens pendant ces 18 ans. Voilà, et ça, c'est vraiment été quelque chose de riche. Et donc, à côté, voilà, j'ai commencé à faire de la formation dès 2005 parce que je voulais transmettre un petit peu. Donc, j'ai commencé à faire de la formation en 2005 pour le CNFPT, donc un organisme de la fonction publique de formation. Et puis, voilà, à côté, de mine, un petit peu pour moi en indépendant depuis 2015, voilà, avec une structure à côté, quoi. Voilà. Et puis depuis 2019, j'ai quitté la fonction publique, je me suis mis en disponibilité pour pouvoir transmettre et puis faire de la formation à temps complet. Voilà, un petit peu le cursus. Donc avec la chance que j'ai eue de rencontrer toute l'équipe des cuisines nourricières de Gilles, Bruno, Thierry, enfin voilà, toutes les personnes voilà, où on s'est rencontrés. Enfin, moi, j'ai rencontré et j'ai vraiment encore compris plus de choses, je veux dire, depuis là. Ah si, il y avait le nom des livres aussi. Alors moi, c'était le manuel de la cuisine alternative de Gilles. Peut-être que tu peux mettre les coordonnées, Gilles, ce serait plus simple. Ou la photo du livre, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'était vraiment celui-là. Et puis, c'était savoir goûter les légumineuses. Vous savez-vous goûter les légumineuses? Je n'ai plus le titre en tête. Je l'ai On pas va sous la juste main. régler cette question-là. Le manuel de cuisine alternative et savez-vous goûter les légumes secs? Les gens trouveront assez facilement les coordonnées. Et c'est une bonne complémentarité entre effectivement des gens qui étaient bons comme moi depuis très longtemps sur la pédagogie. J'ai été aussi restaurateur. Et puis Nicolas, qui est quelqu'un du terrain, qui s'est emparé de ça et puis qui l'a appliqué. Voilà, moi ce que je voulais dire, c'est en train de me sortir de la tête par rapport, il y avait plein de sujets dans ce que vous avez dit. Je vais te laisser reposer une question, Sarah, à ce moment-là. C'est moi qui vais prendre le relais, du coup. Oui. Alors, est-ce que les repas végétariens que vous avez expérimentés jusque-là, ils ont été accueillis avec succès? Enfin voilà, quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer? Est-ce que ça a été plutôt satisfaisant ou… Voilà. Alors, je vais raccorder du coup sur le témoignage de Nicolas qui disait effectivement que des fois ça marchait plus ou moins bien et que le mot végétarien n'était pas forcément un mot qui incitait à la prise des repas, tout simplement parce que les jeunes viennent de milieux, de familles où la viande est un aliment connu, repère, quotidien souvent, et que c'est le fait de souligner son absence, c'est plutôt un handicap. Et ce que dit Nicolas, c'est le fait de l'intérêt finalement d'attirer l'attention sur la découverte d'un plat, d'un potager d'un parmentier du potager. Nous, ce qu'on montre beaucoup à des cuisiniers, et ce que Nicolas a appliqué aussi, c'est des plats qui au fond sont des plats normaux. Quand on va faire un gâteau à base de haricots, ou de pois chiches ou de lentilles, ou qui peut même se retrouver avec un mode opératoire similaire en entrée avec une version salée. Au fond, c'est d'abord un cake salé, c'est d'abord un bon fondant au chocolat, c'est pas quelque chose qu'on définit par l'absence de viande, c'est d'abord un gâteau, un gratin, des noix garnis. Il y a tout un tas de registres de plats qu'on n'a pas besoin de définir par le fait que la viande est absente, mais qui, de fait, font découvrir aux jeunes des associations qui vont évoquer les cuisines du monde, qui vont évoquer une région, qui vont évoquer un pays. Moi, j'aime bien
quand je propose des découvertes de plats autour des légumineuses ou des céréales, ou les deux ensemble, évoquer l'Inde parce que c'est du riz lentilles, ou l'Égypte, ou l'Iran, la Bolivie parce qu'il y a du quinoa et que ça nous parle de comment on mange sur les hauts plateaux boliviens. Et ça explique aussi comment ces plats-là peuvent être acceptés. Parce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, si on veut végétaliser l'alimentation, pour moi, ça ne veut pas dire, je pense qu'on a une erreur conceptuelle en disant que végétaliser l'alimentation, ça passe obligatoirement par des plats sans viande. Ça peut aussi passer par des plats dans lesquels il y a moins de viande, peu de viande ou pas de viande. C'est aussi toutes ces façons-là qui sont des pistes aujourd'hui pour des alimentations où le végétal reprend. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, faut expliquer que l'INRA a mis en évidence le fait qu'aujourd'hui, dans nos apports de protéines, on est plutôt rendu à 65% d'apport de protéines animales pour 35% de protéines végétales. Et que selon les projections, les études un peu menées au niveau mondial, un système durable, ça voudrait dire de remonter les protéines végétales dominantes, c'est-à-dire plutôt d'arriver vers un 55-60% de protéines végétales. Et on pourrait arriver à des systèmes alimentaires, agricoles, durables, compatibles aussi avec les besoins en santé. Et on va dire que d'arriver à ça dans l'alimentation des enfants, d'un collège ou de toute autre structure de restauration sociale ou collective, c'est d'abord un projet collectif. Ça marche beaucoup mieux quand c'est dans le projet d'établissement et que c'est expliqué. Et que le prof de SVT ou que le prof de géographie peut expliquer voilà comment on se nourrit dans des pays où les apports en protéines sont peut-être pas du tout comme chez nous. Et pourtant, les gens, ils ont des cheveux, des yeux, de la peau, des muscles, de l'énergie, ils ont tout ce qu'il faut. Et ça passe pas forcément par le modèle qui était celui des 30 Glorieuses, de mettre de la viande tous les jours. Et c'est très difficile de faire tout porter sur les épaules des cuisiniers. C'est beaucoup plus facile quand c'est porté au niveau d'un projet d'établissement. Et puis, quand il y a aussi des personnels de service qui soient aussi en capacité d'expliquer, le cuisinier n'a souvent pas le temps de tout faire, de passer à toute son équipe le pourquoi, le comment. Si déjà on a trouvé des produits de qualité, qu'on les a transformés et que le plat est bon, il y a vraiment tout un tas d'autres qui ont ces messages à passer. Et Nicolas évoquait aussi la commission, le groupe de parents qui était porteur et encourageant. Au fond, je crois que c'est vraiment important, peut-être pour que les plats soient acceptés, pour que l'offre différente, alternative, il faut se rappeler, moi j'utilise beaucoup le terme de cuisine alternative, pas pour cacher végétarien, mais pour montrer que l'objectif c'est de mieux alterner. Vous voyez, entre l'alimentation classique à dominante animale et puis des alimentations plus végétales, l'idée c'est d'accompagner les gens à plus d'alternance, à plus de végétal, sans être à stigmatiser ou accuser la viande ou ceux qui l'aiment. Et l'idée c'est vraiment d'arriver à ce que tout le monde ait une compréhension positive. Ce qu'on va faire en mettant en place, comme l'a fait Nicolas, des offres végétariennes, d'abord timidement, un peu plus souvent, et puis on se doute qu'aujourd'hui, on va probablement un peu partout vers une alternative végétale quotidienne, pour plein de raisons. C'est probablement comme ça que ça arrivera dans les années qui viennent. Au fond, l'objectif n'est pas d'accuser ou de pénaliser les mangeurs qui aiment la viande, c'est d'enrichir en diversité l'offre alimentaire. C'est d'enrichir, et que ce soit d'un point de vue nutritionnel, sensoriel, évocation des traditions culinaires du monde, connaissance de tous les types d'aliments, c'est vraiment enrichir. Je crois que c'est ça le message très important de la végétalisation de l'alimentation aujourd'hui. La viande va retrouver une place différente et on a vraiment besoin qu'on sorte de ces systèmes industriels où la viande est banalisée, sous plastique, en promotion, avec des conditions d'élevage désastreuses. On a vraiment besoin que la viande, quand il y en a, les produits animaux, quand il y en a, le fromage, quand il y en a, soient des produits nobles, qui sont à leur juste place, qui ne soient plus banalisés en quantité, achetés pas cher. Et c'est aussi à ça que sert le repas végétarien. Et donc, quand on fait ça dans une école, il y a un vrai impact d'éducation nutritionnelle et de santé publique.
Moi, je trouve ça super intéressant, justement, de votre vision qui est très positive et très collaborative avec les différents acteurs. Et Oui, mais du coup, ça je veut me dire qu'on demandais… définit plus le repas par l'absence de la viande. Oui, oui, Ça veut voilà, en dire plus, que c'est ce ça que veut j'allais dire dire, c'est bien. c'est ça, parce que Ouais. moi j'assume, hein, j'ai été restaurateur cuisine végétarienne pendant 22 ans, je l'ai affiché, c'était différenciant, j'étais restaurateur commercial, c'était différenciant, ça disait ce que je faisais. Mais aujourd'hui, quand on arrive devant des publics captifs, vous voyez, la restauration collective, le public est captif, il n'a pas le choix, il faut qu'il soit nourri là où il est. La notion d'imposer l'absence d'un aliment avec tout l'imaginaire qu'il peut y avoir au l'heure, c'est une mauvaise pratique, c'est une mauvaise stratégie. Bah Euh, ouais, c'est en ça que je trouve intéressant le terme d'enrichissement, justement, et enfin de fait voilà. de renverser la logique finalement. Mais du coup, pour rebondir, je me demandais, quand vous parlez de cette vision-là, est-ce qu'elle est accueillie de manière positive, justement? Est-ce que le fait de présenter les menus végétariens ou la végétalisation de l'alimentation, donc c'est simplement, pas forcément des menus végétariens comme vous dites, mais de réduire la part de viande, etc., est-ce que c'est accueilli de manière plus positive que d'autres façons de faire par les professionnels et les usagers? Est-ce que vous voyez cette différence-là? Peut-être Nicolas, si tu veux répondre. Ouais, alors après, accueilli par les enfants, franchement, les enfants, ça se passe vraiment plutôt bien, hein, à part quelques-uns voilà, qui sont pas d'accord, enfin, pas forcément d'accord, mais après, voilà, quel est le discours à la maison? Entendu, donc là, il y a aussi ça, hein, il faut voir un petit peu tout, enfin, remettre tout dans le contexte. Mais globalement, franchement, c'est pas avec les enfants enfin, pour moi, en tout cas, c'était pas les enfants qui posaient le plus de problèmes. Là, maintenant, avec les formations où je vais à droite et à gauche, il y a des fois des vrais freins du cuisinier, en fait, qui n'est pas du tout d'accord, de cuisinier végétarien. Faut vous dire les choses hein, telles qu'elles sont. Hein. Il arrive fréquemment, pour moi, le végétarien, ce n'est pas de la cuisine. Je l'ai encore entendu il y a 3 semaines sur une formation que j'ai donnée, hein, clairement. Et après 2 jours de formation, ah bah merci, en fait, c'était super, voilà. Donc, on arrive à les emmener vers autre chose. Mais il y a, voilà, il y a il y a plusieurs leviers. Hein. Il y a les enfants, il y a les parents, hein, ça c'est clair. J'insiste un peu dessus, mais ça a vraiment été quelque chose auquel j'ai été confronté, qui a été, alors je ne vais pas dire problématique, mais qui m'a fait poser des questions en fait, hein, clairement. Hein. J'ai eu plusieurs appels de parents pas contents qui m'ont expliqué leur façon de voir les choses. Donc après explication, voilà, on a parlé, mais ça n'a pas été des plus simples. Et puis après, voilà, les cuisiniers à motiver et motiver les équipes. Ça, c'est vrai que remettre le travail de cuisinier en avant, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, alors après, je parle de la fonction publique parce que voilà, j'ai été 20 ans en fonction publique, mais c'est vrai que motiver les équipes, ça a été, enfin, c'est quelque chose oui, de compliqué, je peux le dire, voilà, d'assez compliqué quand même en général. Mais après, voilà, quand on leur fait voir que finalement, ça ne donne pas plus de travail et que finalement, c'est bon, mais en fait, c'est souvent enfin, la méconnaissance, c'est-à-dire ou la non-connaissance en fait de la peur en fait qui les fait réagir comme ça, parce qu'au final, quand ils commencent à s'apercevoir que finalement c'est bon, et en fait, on enlève tous ces freins et tous ces leviers. Et ça, c'est vraiment chouette, quoi. En général, ça se passe non, plutôt bien. Moi, je n'ai pas eu de soucis particuliers, enfin, en tout cas, dans l'équipe que j'ai menée pendant un certain nombre d'années, mais même ailleurs, voilà, sur certains établissements où j'ai pu aller en formation, oui, c'est vrai que ça n'a pas été toujours facile, mais ça s'est bien passé. Au final, après 2 jours ou 3 jours de formation, c'était une adhésion totale systématique, quoi. En fait, c'est la peur, comme tu dis, Nicolas, c'est la peur de l'inconnu. Il y a une alimentation connue. On définit le changement en disant avant il y avait la viande et les garnitures, maintenant tu n'auras plus que les garnitures, parce que c'est quand même ce que les cuisiniers nous disent au début d'une formation. Hein. Et donc ça les effraie, parce que pour eux c'est moins nourrissant, c'est moins tout, quoi. Et tout l'enjeu, en effet, comme tu rappelais, Sarah, c'est de montrer que c'est un plus, et c'est un plus des fois même en praticité. Quand on leur montre aujourd'hui des préparations à base de légumineuses, les gâteaux dont je parlais tout à l'heure, on met tous les ingrédients. Nicolas et moi, non, on n'était pas, il y a 2 mois, on était ensemble dans des collèges dans le département du Doubs.
on fait des gâteaux au chocolat ou des gâteaux au citron ou à d'autres parfums, peu importe, où on met tous les ingrédients dans une cuve, on mixe, on plaque et on a 200, 300, 400, 500 portions. Et les équipes de cuisine sont aussi intéressées par ça parce qu'on leur donne des moyens de faire plus de cuisine maison avec ces ingrédients, à l'aide de ces ingrédients végétaux. Et ce n'est pas du tout ce qu'ils attendaient. À la fin des formations, ils disent tous, mais moi, je n'avais pas envie de venir. Et puis, oh là là, c'est incroyable tout ce qu'on a appris. Jamais j'aurais imaginé qu'on pouvait faire tout ça. Donc, c'est vraiment cette approche positive. Ce n'est pas un élément de langage. Ce n'est pas pour faire bien, pour motiver les gens, dire quoi. C'est la réalité, en fait. On amène plus de diversité, on amène plus de praticité dans le métier de la restauration collective. On amène plus de reconnaissance parce que l'approche des cuisines nourricières, c'est vraiment de mettre en avant ces métiers incroyables qui nourrissent 500 gamins pour 1,80 €, enfin de matières premières, il y a aussi d'autres coûts. Et puis c'est aussi la possibilité de mettre plus de produits de qualité. Et ça, c'est une fierté aussi pour les cuisiniers. Parce que c'est pas seulement on va faire un gâteau au chocolat ou haricot, c'est que tiens, il y a mais le producteur là-bas, il s'est mis à faire des lentilles sur la commune d'à côté. Tu crois que je peux faire le gâteau haricot avec ça? Mais oui, parce que ce qu'on leur montre, c'est des techniques génériques qui fait que ça marche avec des haricots, mais ça marche aussi avec des lentilles. Et du coup, il y a cette fierté d'utiliser le produit du territoire, de ne pas avoir recours à des offres, ou alors ouais, mais on n'a pas le temps de faire des pâtisseries. Bah si, on peut. Voilà. Pour revenir un petit peu tout à l'heure par rapport à ce que disait Gilles, par exemple, je reprends le parmentier parce que c'était un des plats que j'ai fait dès le début. En fait, je ne mettais pas la même quantité de viande sur le parmentier. Je divisais ma viande et je rajoutais des lentilles dedans, par exemple. Et ce qui fait qu'en fait, au lieu d'utiliser de la viande, je ne vais pas dire premier prix parce que je n'ai jamais forcément participé à ce genre d'achat de matières premières, mais ça m'a vraiment permis de justement, le fait d'en mettre moins, de mettre vraiment de la viande de qualité. Et ça, c'est vraiment, je veux vraiment insister là-dessus. Et mon parmentier ne me coûtait pas plus cher en termes de coût-portion quand je mettais 30% de viande et 70% de lentilles. Et en termes de goût, j'avais, je dirais, un parmentier qui était, je ne vais pas dire qu'ils y voyaient du feu, mais quasiment. Voilà. Et pour arriver à la fin à un parmentier totalement végétal, quoi. Et ça se passe très, très bien. Mais je ne le faisais pas systématiquement végétal. Voilà, sur ce plat-là. Mais après, il y en avait d'autres qui étaient totalement végétariens. Mais il faut le présenter, voilà. C'est très intéressant ce que tu dis, Nicolas, parce que il ne faut pas sous-estimer, on est avec Végécantine aujourd'hui, donc il y a un côté militant pour le côté végétal, mais il ne faut pas sous-estimer dans la transition l'opportunité pour des cuisiniers de développer un langage avec les légumineuses et les céréales par des plats dans lesquels il y a déjà moins de viande. Quand tu parles de la farce du parmentier, comprendre qu'un légume sec, c'est un caméléon qui va prendre le goût de la viande et qui va ensuite d'abord permettre d'avoir des farces tout aussi nourrissantes qui ont pris le goût connu dans un plat, mais en diminuant et en améliorant l'approvisionnement, c'est déjà une première étape qui fait qu'après, on arrive à la formule du parmentier végétal. Et c'est la même chose pour une bolognaise. Vous voyez, des bolognaises, plutôt que d'acheter de l'égrené de bœuf de qualité des fois très médiocre, comme on peut voir dans la restauration collective, les accompagner à comprendre que du pois chiche concassé, de la lentille, c'est quelque chose qui va rentrer dans la formulation et permettre de sortir une sauce vraiment bolognaise, d'ailleurs telle qu'elle est au départ dans la cuisine italienne, c'est-à-dire pas boursouflée en apport de viande, mais plutôt une sauce à base de légumes dans laquelle il y a un peu de viande. Et ça, apporter ce langage-là aux cuisiniers, c'est leur faciliter considérablement la tâche pour après qu'ils puissent faire des offres végétales maison, des offres végétariennes maison. Voilà, c'est aussi pour ça que voilà, c'est intéressant ce que tu dis sur le parmentier, Nico. C'est hyper intéressant, effectivement. Ça fait le lien avec beaucoup de choses, à la fois les produits ultra transformés dont on parlait tout à l'heure, comment les éviter, justement en impliquant les cuisiniers. Moi, c'est vrai que pour avoir assisté à une formation pour la VF il y a un an et demi, je crois, dans la mairie du 9e, dans une école du 9e, c'était une formation qui était, je crois, en partenariat avec la mairie. J'étais venue, effectivement, et on sentait vraiment ce côté valorisateur et que finalement, ça répond à une certaine, peut-être une demande, je ne sais pas si je dirais une demande, mais
enfin, les cuisiniers, en tout cas, finissent par être contents, même s'ils ne l'étaient pas au début, parce que ça leur permet de découvrir autre chose. Donc, c'est super intéressant. Je vais laisser Marion vous poser quelques dernières questions. Ouais. Juste un tout petit truc. Ils viennent à reculons. Ouais. Et en effet, ils découvrent ça. Mais je pense que tous les gens qui ne savent pas comment faire aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est d'écouter les témoignages comme celui de Nicolas. Moi, je pense aussi à un cuisinier qu'on connaît dans le sud de la France. Et il n'est pas dans les cuisines nourricières, mais il fait un super travail. C'est la Nouvelle Cantine. Sa page Facebook, c'est la Nouvelle Cantine. Il s'appelle Pierre-Yves Romler. Il fait un super travail. C'est très inspirant pour des gens qui regardent ce que dans ce collège qui est fait pour les enfants, vraiment pour la qualité. Et puis, il y a des produits de qualité, il y a du végétal, etc. Et ça, c'est très inspirant d'avoir et cette vision négative alors on nous oblige à plein d'hygiène, on nous oblige à plein de coups, puis maintenant on nous oblige à faire du végétarien. Tout d'un coup, se dire mais non. On va revaloriser ces métiers et le végétal va prendre là-dedans sa place comme plutôt une ressource qu'une contrainte. Oui, donc ce dont j'ai l'impression, c'est que la pédagogie, en fait, a une grande place quand on parle de cuisine végétale, donc que ce soit auprès de tous les acteurs de la restauration scolaire. Vous avez parlé entre cuisiniers, mais aussi avec les enfants, avec tous ceux qui vont encadrer les repas des enfants. Donc, vous avez un peu déjà répondu, mais est-ce que l'éducation au goût, vous avez l'occasion de vous-même en parler avec les enfants? Comment vous l'apportez? Et comment vous en parlez aussi à ceux qui l'encadrent et qui ne savent pas communiquer aux enfants autour de ce menu? Ouais, alors moi du coup, la pédagogie, alors j'en ai fait un petit peu. Moi j'avais la chance, alors après, voilà, je resitue les choses dans leur contexte. J'étais pas obligé de me mettre au service le midi. J'avais suffisamment de personnes pour pas avoir à faire le service. Donc les jours où j'étais pas en cuisson en flux tendu, parce que je faisais beaucoup de cuisson en flux tendu, c'est-à-dire au dernier moment. Tout n'était pas cuit à 9h comme dans certaines cuisines et mis au chaud et on attend gentiment le service. Je faisais beaucoup de cuisson vraiment au moment de servir. Et les jours où j'avais pas ce genre de cuisson, j'allais dans la salle et du coup je discutais avec les enfants. Par contre, il ne faut pas se voiler la face que ce n'est pas forcément évident de le faire partout. J'en suis bien conscient. Beaucoup d'endroits, enfin beaucoup de structures, le chef de cuisine est au service, il n'a pas le temps de faire de cuisson en flux tendu, il n'a pas le temps d'aller dans la salle et on a un débit de service où il faut passer 5 ou 6 enfants à la minute parce que sinon on ne peut pas faire passer 500 enfants en 1h30, c'est pas possible. Donc là, je suis bien conscient qu'en fonction des structures, c'est pas forcément facile. Mais pour revenir, oui, la pédagogie, on peut en faire le mercredi matin. Alors moi, j'avais pas de service le midi. Il y a des enfants qui venaient en cuisine et du coup, on cuisinait ensemble. C'est-à-dire que on faisait des plats, ils participaient aux plats qui seraient servis le lendemain du jeudi. On faisait des pâtisseries, les gâteaux, les fameux gâteaux au chocolat et aux haricots rouges que j'ai servis moult fois. Et les enfants partaient avec la recette et du coup disaient oui, tiens, j'ai participé, j'ai fait ça. Avec les cuisiniers et c'est vrai que le lendemain c'est une adhésion totale parce que du coup ça parlait entre eux dans les cours de récré, forcément ça parle et ça en fait il suffit juste d'arriver peut-être à trouver alors les éléments moteurs dans les enfants, les meneurs un peu et puis ça fait tache d'huile, tout part de là, mais c'est vraiment super chouette. Ça, c'est des expériences de faire venir les enfants en cuisine. Déjà ils se rendent compte que c'est nous qui cuisinons parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui pensent que la nourriture ou les repas arrivent et puis on fait juste réchauffer et voilà, non, on cuisine, donc on est là à 6h le matin et ça permet de replacer des choses et ça c'est vraiment des super expériences. Moi je sais que j'en retiens des super souvenirs, ça. Je vais compléter. Donc, dans l'approche des cuisines nourricières qu'on avait évoquée au départ, il y a vraiment cette notion que la cuisine est au cœur du système de la transition, mais dans ce système, il y a la dimension éducative, en effet. Et ce qu'évoque Nicolas, c'est très, très important. Ce sera différent en école primaire, ce sera différent en lycée, mais dans les années collège, en effet, on connaît un certain nombre de collèges où ce qui est vraiment déclencheur et d'acceptation et de comportement d'ouverture de la part du collégien quand il vient chercher son repas, c'est par exemple des collèges où tous les 6e vont passer par petits groupes de 5 une matinée en cuisine dans l'année.
Je connais un collège au sud de Nantes. Ça change complètement, si vous voulez, la perspective du client roi qui aime ou qui n'aime pas ce qu'on lui sert. Quand l'équipe de cuisine connaît le prénom de l'enfant ou que l'enfant connaît le prénom de la cuisinière, du cuisinier, de l'aide, et puis qu'il a participé, qu'il est fier parce qu'un jour il a épluché, puis qu'on l'a mis peut-être au service. Il y a des endroits aussi où on les met au service. Ça change complètement la posture. Et ça montre bien qu'en fait, cette transition, qu'elle soit sur les produits bio, sur les produits locaux, sur le végétal, c'est vraiment une affaire système. Ça ne peut pas être que les cuisiniers. On va aider les cuisiniers, on les accompagne par des solutions techniques vraiment intéressantes, mais que c'est vraiment un projet de la collectivité. Et c'est très difficile de dire, bon, allez, on laisse la cantine comme elle est, du moment qu'il n'y ait pas d'intoxication, machin, et puis maintenant, faites-nous donc du repas végétarien. Ben ça n'aboutira pas à une alimentation durable. Que ce sera effectivement les steaks de soja insatisfaisants, les plats riches en œufs ou en fromage, mais là, on sera passé à côté de ce que Egalim pourrait permettre en termes d'éducation et en termes d'augmentation de la qualité. Merci. Alors, pour conclure, on a une dernière petite question. Comment ça se passe au quotidien, vos formations, là, avec la pandémie, vu que j'imagine qu'il y a moins de présentiel? Si vous pouvez nous dire au quotidien comment vous faites, du coup, ces derniers mois. Est-ce que vous avez quand même pas mal de formations, de travail, j'imagine, mais est-ce que ça se passe par Zoom? Enfin, voilà, c'est quand même quelque chose de très pratique, donc comment ça se passe? Vous ne voyez pas les cernes de Nicolas? Nicolas, il a des cernes tellement il travaille et tellement il fait de forme. Oui, Nicolas nous a dit qu'il est un peu, il y a beaucoup de travail, donc on se demande justement, ça doit être beaucoup de logistique, etc. Donc voilà, pour conclure ce live, je vous laisse nous dire en quelques phrases comment ça se passe. Non, bah, du travail, non, on n'en manque pas. Enfin, moi, personnellement, là, voilà, il y a du travail. On peut se déplacer. Alors, le premier confinement, ça a été un peu plus compliqué. Bien sûr, tout a été arrêté. Mais là, depuis quelques mois, c'est quand même reparti. Voilà. Alors, après, moi, j'ai une deuxième activité à côté. Donc, c'est pour ça que là, je suis un peu fatigué. Et merci, Gilles, pour les cernes. Mais pour le coup, non, voilà, en termes de formation, il y a du travail. Là, on vient de former avec Gilles et donc trois autres collègues, tous les cuisiniers du département du Doubs. On a eu 50 cuisiniers et seconde cuisine, donc les cuisiniers et les secondes cuisines. Voilà, et puis bientôt, on aura il y a d'autres départements qui vont arriver, qui ont entendu parler de ces formations. Et puis voilà, ça fait tâche d'huile, mais voilà, non, il n'y a pas de… Voilà, si vous avez besoin, vous pouvez vous rapprocher de Sarah ou Marion, enfin voilà, et puis pour les coordonnées, et on pourra bien sûr faire des formations, il n'y a aucun souci. On est même content et voilà, et si on peut vous accompagner et vous aider à ça, ce serait avec un grand plaisir. Voilà. Voilà, bah, je vais rajouter mon mot comme d'habitude. Simplement, en effet, les situations sont très diverses avec la crise sanitaire. Il y a beaucoup de collectivités qui ont renoncé à des projets ou qui ont différé. Et puis d'autres qui ont maintenu, avec les protocoles Covid, les journées de formation et voilà. Et puis, on voit que dans pas mal d'endroits, les gens apprennent à vivre avec. Mais ce qui est important de dire, c'est que pour progresser sur ces sujets, et la formation n'est pas la seule ligne d'action. Là, en début de semaine, j'étais avec des élus en visioconférence d'une communauté de communes et leur parler de cette façon-là des cuisines du quotidien, de leurs équipes, des défis qui sont proposés du côté transversal qui va des élus jusqu'aux mangeurs pour que les transitions soient en route. C'est aussi un travail qu'on fait parce que, encore une fois, l'offre végétarienne ou l'offre de qualité Egalim, elle ne marchera que si c'est des projets vraiment transversaux. Et donc, le travail ne consiste pas qu'à former des cuisiniers, il consiste aussi à accompagner les communes, les régions, les départements et les collectifs. Oui, tu veux ajouter, Nicolas ? Nicolas, on ne t'entend pas. Ouais. Il faut que tu réactives. Excuse, ouais, c'est bon, j'ai mis le micro. Non, pas de souci. Non, je faisais signe à quelqu'un extérieur. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, voilà, c'était juste pour dire qu'en fait, il faut bien comprendre que
puisque c'est le sujet quand même un peu de VG-Cantine, la végétalisation des offres dans les cantines, ça n'est pas que l'affaire de former les cuisiniers, c'est vraiment, vraiment d'accompagner les collectivités à remettre du sens dans leur structure, dans leur système de restauration collective. Ça, c'est vraiment des défis, mais pour tout le monde, hein, parce que, encore une fois, la culture qui a dominé depuis 30-40 ans, pour les élus, c'était moins on entend parler de la cantine, mieux c'est. Hein. Il n'y a pas d'intoxication alimentaire, les budgets sont tenus, bon, les préconisations nutritionnelles, ça va à peu près, et on s'en occupe pas plus que ça. Et puis là, il y a la poussée sociétale, il y a la poussée écologique, climatique, nutritionnelle, enfin, il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, il y a des sacrés défis de changement de pratique, et ça ne peut pas être que l'affaire des cuisiniers. Et c'est ça, cette approche des cuisines nourricières, c'est vraiment de remettre la cuisine, la culture culinaire du quotidien, avec tout ce qu'elle comporte de valeur ajoutée pour à la fois les collectivités, les mandatures, enfin tous ceux qui sont notamment les nouvelles municipalités qui ont été élues et qui ont souvent des grandes ambitions en termes d'amélioration de l'offre alimentaire. Ils ont vraiment besoin d'être accompagnés pour comprendre ce que c'est. Parce que si on doit continuer à imposer aux équipes qui sont très mal comprises souvent, pas très reconnues, pas très valorisées, pas reconnus comme des éducateurs. Hein. Moi, souvent, je parle de la loi Jospin en 1989 qui dit que toutes les personnes au contact d'un enfant dans sa journée scolaire est un éducateur. On aimerait bien que les cuisiniers et cuisinières de collectivités soient reconnus comme ça. C'est des choses, tout ça, si vous voulez, c'est des choses qui vont aider l'amélioration de l'offre alimentaire et en particulier la végétalisation, qui est un sujet qui fait partie d'un ensemble plus large du mieux manger et du mieux nourrir pour les collectivités. Merci beaucoup, c'était super intéressant. C'est vrai qu'on ne met pas forcément toujours au centre les cuisiniers, alors que c'est pourtant vous les premiers de la chaîne. Donc c'est toujours intéressant de parler de ça avec des personnes au premier rang. Merci beaucoup Gilles Lavaux, merci beaucoup Nicolas Turreau. Et ça clôt notre première journée d'événements VG Cantine, donc sur une belle conférence. Et on vous retrouve, on retrouve demain pour d'autres conférences nos auditeurs. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup à vous deux.